Bonsoir à tous. Merci de partager nos réflexions sur Éclair TV. L'actualité a été marquée cette semaine toujours par les élections, mais nous nous poserons la question particulière du rapport des jeunes et de la politique, puisque pour l'une des rares fois au niveau des listes, il y a une d'entre elles dont la moyenne d'âge tourne autour de 26 ans. Quels sont donc les rapports des jeunes et de la politique? Par ailleurs, il y a des élections cantonales. Est-ce que le département reste encore une collectivité pertinente dans ce qu'on appelle plus couramment le millefeuille administratif français? Enfin, il y a une loi qui a suscité beaucoup de débats, à savoir celle sur la sécurité globale, et nous avons constaté que le Conseil constitutionnel avait retoqué un certain nombre de dispositions, en particulier celles qui empêchaient de filmer les forces de l'ordre lorsque ceux-ci sont en action. S'agissant du rapport des jeunes et de la politique, on peut s'interroger au regard d'abord des chiffres qui sont disponibles. Après les élections municipales, l'IFOP et l'Institut ELAB ont mené un certain nombre d'enquêtes et il est apparu que pour ce qui concerne les moins de 25 ans, donc on est dans la tranche 18-25 ans, moins de 28% d'entre eux s'étaient mobilisés pour les élections municipales, ce qui globalement correspond à un peu moins de 9% de l'ensemble des suffrages exprimés. Si donc on s'appuie sur des données chiffrées, on ne peut pas dire que les jeunes ont un engouement particulier pour la politique. Essayons de comprendre pourquoi. Et enfin, s'agissant de la Guadeloupe, il conviendra de vraisemblablement apporter quelques nuances. Alors, pourquoi? D'abord, ces mêmes études, l'IFOP et l'Institut ELAB, montrent qu'il y a une corrélation très forte entre l'habitude de voter des parents et la reproduction de cette habitude au niveau des jeunes. Plus des parents votent dans le cadre d'un devoir citoyen, et davantage les jeunes ont cette propension à aller voter. Ça, c'est déjà une première explication. Autrement dit, le désintérêt d'un certain nombre de jeunes sera en grande partie lié à une reproduction déjà des préoccupations sociopolitiques à travers le milieu familial d'où viennent ces jeunes. Par ailleurs, il faut aussi comprendre que lorsqu'on analyse la jeunesse, il y a 3 critères principaux. D'abord, l'âge. On ne vote pas entre 18 et 25 ans comme on vote à 65 ans. Entre-temps, il y a une expérience de la vie qui met en évidence, en tout cas, la nécessité d'avoir un système politique et des élus. Et c'est la raison pour laquelle plus de 60% de l'électorat est constitué des plus de 55 ans. D'autre part, à côté de l'âge, il y a également la problématique de la période. N'oublions pas que nos jeunes actuels, en tout cas ceux qui sont nés donc au milieu des années 90, n'ont connu qu'une situation socio-économique qui est celle de la crise. Vient ensuite se renforcer des problématiques liées au caractère anxiogène de cette période, puisque c'est là où on fait des études, c'est là où on se détermine pour sa future profession, c'est là aussi où on effectue un certain nombre de projets, et il est vrai qu'on ne fait pas le lien entre ce projet et la responsabilité politique. Et à côté de ces 2 critères précédents, à savoir l'âge et la période, il y a une problématique de génération. C'est-à-dire que nous avons peut-être, les anciennes générations, eu un attachement, voire une croyance dans la force symbolique du politique. Les jeunes sont sur une toute autre logique, un tout autre référentiel, on parlerait même un tout autre logiciel, à savoir que pour eux, avec les réseaux sociaux, ils ont une capacité d'initiative et de décider beaucoup plus importante. Et bien sûr, ça a des répercussions au niveau politique, puisque la force symbolique de la classe politique s'est considérablement amenuisée au niveau des jeunes.
Donc la conjonction de tous ces facteurs amène sans conteste une prise de recul. Alors s'agissant maintenant de la Guadeloupe, il y a une première expérience, rappelez-vous, en 2010, où une liste avait pu bénéficier d'ailleurs de 2 sièges, une liste dont la moyenne d'âge était assez proche des 26 ans, un peu plus âgé, je crois, c'était 28 ans, avait bénéficié de 2 sièges, grâce d'ailleurs à la coïncidence de l'élection premier tour qui permet à toutes les listes ayant plus de 5% de bénéficier des sièges, ce qui n'est pas le cas pour le deuxième tour où il faut avoir au moins 10% des suffrages exprimés. On note pour ces élections de 2021 la présence également d'une liste avec une moyenne d'âge encore plus basse. Il faut comprendre que lorsqu'il y a 2 élections, il y a un espace d'expression beaucoup plus large dans la mesure où il est beaucoup plus facile de se positionner soit dans le cadre de binôme au cantonal, soit sur une liste, c'est à peu près pas loin de 500 personnes aux différents, en tout cas aux élections régionales. Et donc, il est normal qu'un certain nombre de jeunes, ne serait-ce que pour se faire identifier et pour poser la réalité de leurs problématiques, puissent s'engager dans le cadre d'une liste. D'ailleurs, il faudra analyser les thèmes de campagne et se rendre compte des différentes thématiques qu'ils développent. Il n'empêche qu'à la Guadeloupe, la présence d'une liste de jeunes peut se justifier déjà pour 3 raisons. La première, c'est que la tranche d'âge, quand on voit la pyramide des âges, la tranche d'âge qui va de 18 ans à 30 ans, c'est considérablement rétréci. Deuxièmement, les plus diplômés, ceux qui rentrent à l'université, pour certains, mais une grande partie de ces plus diplômés poursuivent leurs études dans l'Hexagone et par conséquent ont tendance à rester, à s'implanter dans le lieu où ils ont fait leurs études. Et la troisième problématique, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés, une fois qu'ils sont diplômés, à retourner à la Guadeloupe et à avoir un salaire dont on peut penser naturellement qu'ils souhaitent qu'il soit proportionné, en tout cas proportionnel à leur diplôme, et malheureusement, ils ne trouvent pas ces éléments sur place. La conjonction également de toutes ces problématiques va amener certainement, et c'est le cas des jeunes, à se manifester et à témoigner à travers leur candidature d'une inquiétude qui est tout à fait légitime. Nous en avons donc terminé pour notre premier sujet relatif au rapport des jeunes et de la politique. Intéressons-nous maintenant au département. Intéressons-nous à ce que l'on appelle plus couramment le millefeuille administratif français. C'est-à-dire que vous avez des communes, des intercommunalités, le département, la région, et on parle de millefeuille pour dire qu'il y a un enchevêtrement des compétences, tout simplement parce qu'en France existe ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Ça veut dire que même si la décentralisation a attribué à une collectivité une compétence particulière, cette collectivité dispose de la prérogative de pouvoir outrepasser ce champ de compétences. Et on a vu la région investir dans le social, on a vu également le département investir dans l'économique, ce qui montre bien qu'il y a un enchevêtrement qu'il fallait à un moment donné clarifier. La première étape de clarification, c'est la loi de décembre 2010 sous Nicolas Sarkozy, qui, pour régler le problème du millefeuille administratif, avait obligé toutes les communes à rentrer en intercommunalité. D'ailleurs, cette loi a été reprise par François Hollande par la suite, on va y revenir. Et d'autre part, avait envisagé au 1er janvier 2014 qu'il n'y ait plus des conseillers départementaux ni des conseillers régionaux, mais qu'il y ait des conseillers territoriaux. C'était déjà la première approche visant à rationaliser les compétences, sachant que déjà il était prévu qu'au 1er janvier 2014, bon nombre de compétences qui étaient celles du département auraient été transférées à la région. Il s'avère
qu'en 2012, Nicolas Sarkozy ayant été battu par François Hollande s'est attaqué à la décentralisation qu'il a réalisée en 2 actes. Et vous verrez qu'au cours de ces 2 actes, le département a été considérablement affaibli et a failli disparaître. Premier acte, c'est celui du 28 janvier 2014, la loi sur la modernisation de l'action publique et de l'affirmation des métropoles, la loi MATPAM. Et cette loi crée ce qu'on appelle des collectivités chefs de file. Ça veut donc dire que maintenant, toutes les collectivités peuvent intervenir, mais ce sont les chefs de file qui définissent les modalités d'intervention. Et premier affaiblissement du département, on constate qu'il reste cantonné dans le social. Il conserve évidemment toujours tout ce qui concerne, en tout cas, les transports et les collèges, mais qu'il n'est chef de file que dans 2 domaines, en tout cas bien implantés, alors que la région est chef de file dans tous les domaines stratégiques, développement économique, enseignement supérieur, éducation, formation, environnement, c'est la région. Donc même s'il y a des chefs de file, on constate que les compétences ne sont pas les mêmes. Et deuxième étape en tout cas sous François Hollande de la décentralisation, c'est la loi Nautré du 7 août 2015. Dans le projet de loi Nautré, il était prévu qu'en 2021, le département disparaisse. C'est-à-dire que si cette loi avait été jusqu'au bout de son contenu, nous n'aurions même pas eu d'élection cantonale puisqu'il était prévu la disparition du département. En fait, que s'est-il passé? C'est qu'on sait que François Hollande a été très rapidement affaibli dans sa majorité à l'Assemblée nationale, qu'il y a même eu une tentative de fronde à l'intérieur de son propre parti. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il ne s'est même pas représenté en 2017. Et la loi Nautré a dû se régler, entre guillemets, avec une série d'amendements et ce qu'on appelle la commission mixte, 7 sénateurs, 7 députés. Et compte tenu que les sénateurs sont en grande partie élus par les conseillers départementaux, il y a eu un consensus de trouver où on laisse au département toujours le social, on laisse également les collèges. Par contre, la région récupère tout ce qui concerne les transports intermodalités. Par exemple, entre Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, vous passez par Petit-Bourg, vous passez par Capesterre-Bello, ça c'est la région. Par contre, les intercommunalités gardent leur structure interne. Tout ça pour dire qu'il y a eu une menace de disparition du département. Donc, cette institution n'est pas sans contestation. Il faut que les choses soient bien claires. Elle vient, en tout cas pour certains analystes, elle vient se surajouter inutilement. La situation est inutilement. En tout cas, elle vient se surajouter ce qui complexifie la situation administrative. Et cette situation est d'autant plus difficile pour la Guadeloupe, par exemple, que sur le même territoire, nous avons un département et nous avons une région. Donc, quelles sont les perspectives qui sont laissées pour une évolution? Et vous avez constaté d'ailleurs que dans le débat politique, ces perspectives reviennent de manière maintenant récurrente. Soit qu'il y a ce qu'on appelle une assemblée unique, à savoir qu'on conserve le département, on conserve la région qui ont chacun leur exécutif. Toutefois, ceux qui sont appelés à siéger dans leur domaine de compétences seront les mêmes. Ça veut dire qu'il va y avoir un jour où les conseillers de l'Assemblée unique seront convoqués pour siéger sur les compétences du département. Un autre jour, ils seront appelés à siéger pour des compétences en lien avec la région. Le deuxième cas de figure, c'est ce qu'a décidé la Martinique et la Guyane, à savoir la collectivité unique. Mais la collectivité unique, compte tenu qu'il s'agit d'un changement d'institution, ne peut être obtenue que par référendum. Et je ne parle pas donc d'une évolution qui amènerait le département à disparaître, en particulier si ce serait une évolution vers l'article 74, qui ne semble pas pour l'instant
en tout cas avoir une très grande propension au niveau de l'électorat, même si on constate qu'au niveau du débat politique, toutes les formations affirment le besoin de pouvoir renforcer l'autonomie locale et voire même remettre en cause un certain nombre de relations avec la France en matière de pouvoir réglementaire local. Donc le département persiste, mais n'est pas forcément la structure la plus adéquate pour pouvoir rationaliser à la fois les choix budgétaires et également rationaliser l'action administrative. Donc, faut-il d'une structure spécialisée dans le social pour pouvoir résoudre les problèmes sociaux, aider les plus pauvres d'entre nous et lutter contre la précarité sociale? Pour ma part, je n'en suis pas convaincu. Maintenant, ce n'est qu'une position qui est personnelle et je sais qu'elle fait débat. Et elle fait tellement débat puisque rappelez-vous que depuis 2013, les élus s'étaient donné 18 mois pour clarifier cette situation dans le cadre d'un congrès. Or, nous sommes actuellement en 2021, donc 8 ans après, le débat n'a absolument pas progressé par rapport aux problématiques, en tout cas, qui l'ont généré. Nous avons donc terminé en constatant, pour ma part, que le département nous semble dans une position fragile quant à son utilité dans le millefeuille administratif. Nous allons maintenant nous intéresser au projet de loi, à la loi même sur la sécurité globale, en particulier son article 52. Sur les réseaux sociaux sont régulièrement filmées les forces de l'ordre en situation d'intervention. Et le syndicat des différents corps constitutifs des forces de l'ordre, les différents syndicats, ont estimé que cette diffusion sur les réseaux sociaux, où on voit le visage des policiers intervenants, était de nature à pouvoir compromettre leur sécurité. Et ils ont donc demandé à ce qu'il puisse y avoir des conditions beaucoup plus restrictives pour limiter les possibilités de filmer les forces de l'ordre lorsqu'elles sont en intervention. Il y a eu, dans un premier temps, le fameux article 24. Donc nous sommes dans le projet de la proposition de loi. Article 24. Et que dit cet article 24? Qu'il est interdit de filmer les forces de l'ordre dans un but malveillant. Et cette malveillance était définie comme étant le fait de filmer le visage ou alors tout élément permettant l'identification. Vous aurez compris que dans le projet, de telles restrictions étaient telles que même la presse pouvait se retrouver dans une situation de malveillance, en tout cas de filmer dans des situations de malveillance, puisque ça fait partie de son travail quotidien. Le tollé, y compris au niveau des députés et sénateurs, s'est fait jour, et le gouvernement, lorsqu'il a présenté le projet de loi sur la sécurité globale, a dans son article 52, donc on n'est plus sur l'article 24, la loi a évolué, l'article 24 est passé à l'article 52, et lui a créé ce qu'on appelle le délit de provocation à l'identification. Il a rajouté, par rapport à l'article 24, une atténuation, puisque pour qu'il puisse y avoir provocation à l'identification, il faut que ce qui a été filmé l'ait été dans une intention de nuire aux forces de l'ordre. Et donc, c'est dans ces conditions qu'est passée la loi. Mais la grande problématique, comment arrive-t-on à définir le degré d'intentionnalité qui permet de pouvoir conclure qu'il y a délit parce qu'il y avait une intention manifeste de nuire aux forces de l'ordre?
Et il est intéressant de voir la position qui est celle du Conseil constitutionnel, qui a posé le problème et qui a retoqué certaines dispositions de cet article 52 en estimant que le législateur n'avait pas suffisamment précisé en quoi pouvait consister cette intention, donc des éléments de l'intentionnalité. Il fallait que des éléments objectifs soient précisés depuis la loi. En plus, il a estimé qu'il n'y avait pas un équilibre suffisant entre le Conseil constitutionnel, entre l'intention, en tout cas l'action des forces de l'ordre qui doivent être protégées, mais en même temps qu'il y avait un déséquilibre par rapport à ce qu'on appelle la liberté de dénoncer et la liberté d'expression. Et dans la dénonciation ou l'expression, filmer fait partie de ces libertés individuelles garanties par la Constitution. Donc, parce qu'il y a eu insuffisance en matière de définition des critères permettant de définir l'intentionnalité de nuire, et parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'équilibre entre la nécessité de protéger les forces de l'ordre, mais en même temps de pouvoir bénéficier de nos libertés fondamentales, en tout cas protégées par la Constitution, en particulier la liberté de penser et la liberté de dénoncer, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel un certain nombre de dispositions de la loi. Donc, le ministre de l'Intérieur envisage de revenir à la charge en présentant une loi qui tient davantage compte des griefs qui ont justifié que le Conseil constitutionnel retoque certaines de ces dispositions. Et vraisemblablement, il faut nous attendre à ce que cette loi évolue, dans le sens d'une définition beaucoup plus précise des critères permettant l'intentionnalité de nuire, mais également dans le sens d'un équilibre plus juste entre les forces de l'ordre en action qu'il faut nécessairement protéger, mais également la liberté d'expression qui passe, parmi tous les moyens en tout cas disponibles, par la liberté de pouvoir filmer. Attendons donc l'évolution législative et nous verrons quelles sont les dispositions modificatives que le gouvernement entend apporter. Nous avons terminé notre séquence d'analyse. Merci pour vos remarques et vos remontées. Faites en sorte que le week-end vous soit agréable et particulièrement que la nuit vous soit douce. À vendredi prochain.